Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Atari. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Josué Morel. Bonjour Sylvain. Et Fabien Hachech. Bonjour Sylvain. Ensemble, nous allons discuter et débattre du nouveau film de Steven Spielberg, West Side Story, comédie musicale qui a déjà été portée à l'écran en 1961 par Robert Wise. Je rappelle très brièvement quelques éléments du récit qui est bien connu. Il s'agit d'une romance entre Maria et Tony sur fond d'une rivalité entre deux bandes qui représentent deux communautés, la communauté portoricaine et puis les gringos blancs issus de l'immigration européenne. Le film est évidemment bien connu également pour sa bande-son. Leonard Bernstein emprunte des éléments de jazz, des éléments aussi de la chanson américaine populaire, ou encore de la musique de Broadway avec l'influence de Kurt Weill. Tous ces ingrédients sont donc réunis dans le film de Spielberg, et la question qui se pose naturellement est celle de la légitimité de cette nouvelle adaptation. Je me tourne vers toi, Josué, qui a écrit un article très dense dont je recommande vivement la lecture pour aborder cette question en fait, de la nouvelle adaptation. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas y couper, c'est à la fois une bonne et une mauvaise question, hein. C'est pas pour juger de la pertinence de cette manière d'entrer dans le débat, mais disons que derrière cette question, il y a un peu un sous-entendu, à savoir à quoi bon refaire West Side Story, puisqu'il y aurait déjà un chef-d'œuvre qui serait le film de Robert Wise, qui a marqué l'inconscient collectif, la culture populaire, etc. Alors bon, moi, je peux tout à fait comprendre qu'on puisse aimer, voire préférer la version de Wise à la version de Spielberg, pour des raisons affectives, nostalgiques ou que sais-je, hein, puisque c'est un film qui a traversé les âges, c'est un film qui a déjà 60 ans. Très honnêtement, je suis pas certain que le film rivalise avec celui de Spielberg sur n'importe quel point. Enfin, moi, vraiment, je trouve cette nouvelle adaptation très supérieure, et surtout, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu absurde de considérer que cette version est gravée dans le marbre, alors qu'encore une fois, on a un film qui a 60 ans, qu'il s'agit d'une réadaptation du livret d'origine, plus qu'un remake à proprement parler, même si il est vrai qu'il y a des éléments qui lient ce film-ci à celui de Wise, notamment la présence de l'ancienne interprète d'Anita. J'ai tout d'un coup un trou sur... Rita Moreno. Exactement, merci Fabien. Donc évidemment, oui, il est normal qu'on fasse un lien avec le film de Robert Wise, mais en même temps, je pense que les films sont très différents, puisque à la fois ils ont le même scénario, mais on sait bien que c'est pas là que ça joue. On sait bien que c'est dans la manière dont la mise en scène va développer un récit, en fin de compte, qui n'est pas strictement collé à cette histoire dramatique que tout le monde connaît, et qui, en fin de compte, voilà, est une forme de réadaptation déjà contemporaine à l'époque de Roméo et Juliette. Et je pense que la question s'est beaucoup posée. Hein. Il est vrai que moi, quand je voyais la bande-annonce du film en salle avant d'autres films, ouais, j'entendais autour de moi des gens qui disaient pourquoi refaire ce film. C'est une question qui revient beaucoup. C'est une question qui revient beaucoup, et il est vrai aussi que Spielberg décide de situer l'intrigue toujours à la même époque. Et sachant que c'est une comédie musicale, et sachant que c'était une comédie musicale qui sortait dans la rue, disons qui jouait dans la rue, et qui jouait un peu le studio dans la rue. Oui, mais alors, du coup, bon, il y a quand même la bonne question dans la question, à savoir à quoi bon refaire West Side Story, puisque quand même, c'est vrai que c'est se coltiner un monument, peut-être la comédie musicale la plus célèbre. Je pense qu'il y a quand même quelque chose, tu pourras peut-être en parler après Fabien, sur comment le film de Wise a probablement, chez le jeune spectateur qui était Spielberg, donné une impulsion, une envie de filmer certaines choses. Mais je crois que fondamentalement, pourquoi West Side Story, c'est que c'est un livret profondément hétérogène. Et on le voit, alors d'ailleurs, c'est intéressant par rapport au film de Wise, Spielberg remet à leur place d'origine certains numéros chantés, en déplace à d'autres endroits. Bon, il y a un petit jeu comme ça d'agencement scénaristique, mais surtout, on pourrait presque partir de scènes qui sont a priori à contre-courant de la tonalité générale du récit, qui sont des scènes presque de récréation, qui sont des scènes de parenthèse. Je pense par exemple à une scène comme Officer Klopke, qui est une forme de petit numéro burlesque à l'intérieur d'un film qui quand même est tragique à proprement parler. Et en même temps, ces scènes-là, bon déjà je pense qu'il y a vraiment une idée de le livrer comme matrice, d'aller sur plein de tonalités de mise en scène, mais en plus les scènes même a priori récréatives me semble dessiner très clairement l'horizon de mise en scène du film. C'est-à-dire que par exemple, si on prend la scène donc Officer Klopke, c'est une scène où la bande des Jets est arrêtée, enfin du moins interrogée au commissariat, et les policiers essaient de savoir quand est-ce que va se tenir et où va se tenir cette fameuse bagarre. Et cette scène est très intéressante dans sa construction, puisque d'emblée on a un cadre. Alors déjà évidemment le commissariat c'est le lieu de la loi, c'est le lieu de l'ordre, et il y a une dualité, une symétrie qui va être jouée à l'échelle du film, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, entre le banc des femmes et le banc des hommes où se tiennent les jazz. Et il y a un personnage qui va perturber ça, durant tout le film d'ailleurs, enfin c'est un personnage qui est très intéressant, qui est le personnage d'Anybody, qui est en gros dans le film d'origine et dans la comédie musicale d'origine un personnage de garçon manqué, hein, c'est un peu
l'appellation consacrée, qui est donc ni tout à fait à la fois une fille, ni tout à fait à la fois un homme, et là qui est ouvertement, on devine du moins un personnage non binaire. Et d'emblée, ce personnage va casser l'ordre logique, puisque va y avoir un espèce de chaos qui va s'installer dans le commissariat. Et à partir de là, le commissariat va être vidé des forces de l'ordre, vont rester juste les personnages des Jets. On voit d'ailleurs que cette idée de l'ordre presque assimilé, intégré, s'illustre aussi avec un personnage de prostituée, du moins on le devine, qui a tellement l'habitude du commissariat qu'elle s'enferme elle-même, en détail assez très clair. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a un petit numéro burlesque où les personnages vont s'échanger de rôle, de place, même d'identité, puisqu'il y a un moment où un personnage va jouer une voix de femme. Et il y a un élément, je trouve, qui dit très bien ce que travaille le film à partir de la danse, c'est la question des bancs. C'est-à-dire que le banc, précisément, dans la scène à l'origine, c'est une assignation à la fixité, c'est-à-dire rester là et ne bougez pas. Or, qu'est-ce que vont faire des personnages en bougeant les bancs, en réinventant l'espace? Ils vont faire du banc un lieu de déplacement, presque un espèce de mini-toboggan à partir duquel on va bouger, etc. Et qu'en gros, ce que formule cette scène, c'est l'idée que par la danse, on va réinventer un espace. On va réinventer un espace par les déplacements des danseurs, évidemment par la mise en scène, mais aussi en réagençant les éléments du décor. Et donc ce qui s'apparente à une scène qui serait une forme de pure parenthèse féerique, un des rares moments d'euphorie et de bonheur à l'intérieur d'un film qui quand même converge, tous les fils du film convergent vers une scène dramatique, à savoir la bagarre, en fait littéralise et reprend en fin de compte ce que vont travailler des scènes qui a priori s'intègrent plus directement dans le récit. Sur les éléments de décor, on aura l'occasion d'en reparler, mais notamment tout ce qui est draperie, tout ce qui est porte, etc., fenêtre, va être un moyen de feuilleter, de redécomposer l'espace, de le réinventer pour créer un espace parfois hors du temps exemplairement, je pense à la scène du bal, qui est un peu la scène charnière, l'élément déclencheur. Et tu parles de fixité, c'est intéressant parce qu'effectivement, dans la mise en scène de Wise, il y a une forme de fixité du cadre qui, globalement, on est toujours plus spectateur, presque comme si on était dans une salle. C'est l'aspiration lourdement théâtrale, je pense. Alors que ce qui fait toute la force de l'adaptation de Spielberg, c'est que précisément la caméra est mouvante. Elle est mouvante et elle est même dans un jeu permanent, un pas de danse avec la danse. C'est-à-dire que soit elle va donner l'impression parfois qu'elle provoque le mouvement, soit elle va y réagir. Parfois même elle va jouer à contre-courant en inscrivant une forme de spectralité, on aura l'occasion d'y revenir dans ces élans de vitalité. Mais en tout cas, elle entre littéralement dans la danse. Et ça permet, ça occasionne un jeu après de pure forme sur la danse. Mais c'est une très bonne question que tu poses, c'est que dans une comédie musicale traditionnelle, qu'est-ce qui danse? Généralement, c'est d'abord les corps. Et la mise en scène va accompagner les mouvements des corps. Et là, c'est vrai que par moment, il y a une forme de synchronicité où parfois c'est le corps qui va générer le mouvement et parfois c'est la caméra qui va initier le mouvement dans lequel le corps s'inscrit. Donc il y a ces deux rapports qui se télescopent un petit peu. Je suis d'accord, et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, de très Spielbergien dans l'idée en fait d'une recherche un peu impossible de symbiose. Et j'ai l'impression que, évidemment, là c'est vraiment au cœur du récit, il y a, et c'est très présent dans beaucoup de films de Spielberg, un désir impossible de fusion entre deux personnages. Donc là, au fond, le film d'ailleurs joue un peu un trio amoureux, c'est-à-dire que dès le début, en fait, les personnages parlent de Tony. Il y a le personnage de Riff qui parle de Tony. Qui est donc le chef des Jets. Le chef des Jets qui parle de Tony, c'est-à-dire qu'il attend que Tony revienne, il attend que Tony reprenne sa place dans le groupe. Et d'un autre côté, Maria, elle, pressent que quelque chose va lui arriver. Donc il y a deux personnages qui en fait attendent ce personnage de Tony. Et évidemment, Tony, lui aussi pressent que quelque chose va lui arriver. Et en un sens, ce couple recherche une sorte d'adéquation, de fusion. Et à partir de ça, moi j'ai l'impression que le film ne fait que ça, c'est-à-dire jouer une sorte de chaos à travers la danse, pas de chaos mais de réorganisation comme tu dis de l'espace à travers la danse et à travers, je pense à la scène de bal, parce que la scène de bal qu'on perçoit déjà dans la bande-annonce, Tony et Maria se voient, se découvrent d'un bout à l'autre de la pièce. Et en un sens, l'espace se déréalise et il y a cette idée que les deux personnages vont pouvoir enfin s'accorder. C'est très beau la danse, parce que quand on détaille, en fait, il y a plusieurs réconfigurations qui s'emboîtent les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'initialement, c'est quand même, encore une fois, un cadre de l'ordre, on y revient, à savoir que c'est une espèce d'expérience sociale qui est à la fois supervisée par la police et visiblement par le lycée où ça se passe. Et en gros, on veut mélanger, à proprement parler, les portoricains et
et les blancs issus de l'immigration européenne. Et il va y avoir même un dispositif, on va mettre les garçons au centre d'un cercle, Oui, on va redistribuer les cartes. Exactement, et qu'est-ce que vont faire les danseurs et les membres des deux bandes à l'intérieur? C'est qu'ils vont se réapproprier l'espace du gymnase pour créer un propre espace de danse à la fois entre eux et contre l'autre, et qu'à l'intérieur de ça même, il y a une nouvelle configuration spatiale qui s'opère, qui est, alors dans ce numéro incroyable qui est Mambo, où Maria et Tony se remarquent, et à la fois il y a un moment en effet presque de suspension, à savoir ils sont immobiles au milieu d'un mouvement de danseurs qui sont autour d'eux et se reconnaissent, et ensuite à la fois par un cheminement lumineux et par une trajectoire qui leur est propre, presque une logique d'aimant l'un par rapport à l'autre, ils vont se déplacer latéralement pour inventer un propre espace qui serait l'espace de derrière les gradins. D'ailleurs, il faudrait vérifier, mais je trouve qu'il y a un détail très beau là, j'ai déjà vu le film 3 fois, mais là encore j'ai un doute parce que la scène est tellement dense. Mais il me semble que quand ils se retrouvent derrière les gradins, il y a toute une scène où ils sont tous les deux et qu'il y a un moment, il y a un rappel du réel. Oui. Et que tout d'un coup, par terre, la lumière change, et surtout par terre, il y a des éléments qu'on ne voyait pas jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui traînent, qui sont derrière les gradins, alors qu'on a l'impression jusqu'ici que la piste était complètement dégagée. Enfin bref, il y a cette idée presque du coup, ça devient une forme de féerie. Mais de manière beaucoup plus subtile que ça l'était dans le film de Wilde. Bon, évidemment, à un moment, je pense qu'il faut dépasser cette comparaison, puisque, encore une fois, il me semble que le film de Spielberg travaille avec quelque chose d'assez radicalement différent, notamment sur la question, et moi qui me semble, là où le film me semble vraiment passionnant et assez fou en fait, c'est l'imbrication entre quelque chose qui serait à proprement euphorique, à savoir, il y a quand même cette idée géniale de la comédie musicale, que c'est un espace donc où on peut se réinventer, mais aussi on peut réinventer le monde pour le faire... pour l'adapter à soi d'une certaine manière, ou alors du moins pour vraiment techniquement l'occuper. Sachant que dès le départ c'est assez clair que les personnages se tiennent dans un petit territoire et que ce territoire est menacé et qu'en gros voilà, ils essaient de faire vivre ce territoire par cette rivalité, par le collectif, les Jets d'un côté, les Sharks, etc. Et qu'il y a quelque chose de profondément euphorique là-dedans qui est propre à la rencontre amoureuse, c'est-à-dire c'est magnifique, tout ce qui se passe au début entre Tony et Maria, c'est vraiment des petits agencements, des tâtonnements pour trouver la bonne disposition. Comment être ensemble, par exemple toute la scène de la fenêtre c'est génial, c'est comment on se déplace pour finir par se retrouver, et on essaie diverses modalités, sous la grille, à côté, il y a je te vois pas bien, on se déplace, il y a tout un jeu comme ça qui est purement chorégraphique. Et eux-mêmes sont deux corps qui ne sont pas à la même taille, quoi. C'est ça, qui ne parlent pas la même langue. Oui. Le personnage d'Ansel est filmé, moi je trouve, un peu comme une sorte de Gary Cooper. Il est trop grand, il les filme presque comme un géant parfois, très maladroit. Et elle, ce serait une petite chose, et il faudrait qu'ils se mettent à la bonne taille à chaque fois. Lui, il monte donc à la fenêtre pour être à son niveau. Il y a des détails très beaux quand elle dit qu'il est trop grand. D'ailleurs, il s'affaisse, il se tient à un gradin, il se baisse un petit peu, voilà, pour justement essayer de trouver. Bref, c'est classique. Mais à l'intérieur de ça, donc de quelque chose qui serait profondément euphorique, et peut-être l'acmé de ça, ce sera I Like to Live in America, vraiment, qui est une espèce de pure féerie, un moment d'utopie et de polyphonie aussi. C'est vraiment une scène de pure comédie musicale classique, extraordinaire, classique. Le terme n'est pas bon, mais du moins qui suit l'horizon classique de la comédie musicale, c'est-à-dire un horizon euphorique. Et à côté de ça, il y a quelque chose de profondément spectral qui se joue. Bon, il faut quand même en parler dès cette scène d'ouverture qui est incroyable, qui transforme le cadre de West Side Story en un chant de ruine. Et en même temps, un chant de ruine où il y a la lumière, où il y a les éclats lumineux, les flares, etc., qui sont propres à la lumière de Kaminski, et que quand même, cette scène incroyable de le gris et la poussière qui pénètre le quartier coloré des Portoricains et de salir quelque part les couleurs aussi du film d'origine. Il y a quelque chose d'assez violent même. Sur l'horizon classique. Il répond à l'argument de la profanation du film. Du film de ça s'ouvre d'ailleurs par une scène qui est presque une scène de zombies. C'est-à-dire qu'un personnage sort du sol. Et puis il y a toute cette troupe, alors évidemment c'est des zombies bien propres sur eux, mais enfin ils parlent pas tellement propres sur eux, ils sont là dans la poussière. Ouais. Mais en tout cas, je veux dire, c'est pas vraiment Romero quoi. Mais il y a quand même un effet de mort-vivant qui ressortent du film d'origine et qui reviennent à la vie. Ouais, moi je suis d'accord, et moi je trouve que le film m'intéresse aussi sur cette idée qu'on est un peu dans une sorte de prison à ciel ouvert, puisqu'en fait on a l'impression d'avoir des décors qui sont à moitié détruits, une ville à moitié détruite. Et que moi j'ai eu l'impression quand même en voyant ces ruines qu'il y avait l'idée un peu d'une résurgence d'un cinéma classique qui était un peu impossible. Comme si on voyait des choses qui tentaient de revenir, tentaient de ressurgir, mais alors je sais pas exactement comment construire cette idée, mais c'est vraiment ressenti, mais comme une impression d'un cinéma qui ne pouvait plus complètement advenir.
Et le film garde quand même quelque chose d'un peu, alors tu dis dans ton article crépusculaire, je trouve aussi un peu funèbre, et avec quand même cette idée qu'il y a une boule géante, donc c'est une boule de démolition, boule de démolition géante qui va pour s'effondrer, qu'on ne va jamais s'effondrer. Je pense que la nostalgie du film tient aussi à l'idée qu'il y a une perte du foyer, en tout cas une perte de l'espace commun dans lequel on peut vivre ensemble. En même temps, il y a l'espoir de A Place for Us qu'on puisse retrouver. C'est quelque chose qui est très propre au cinéma de Spielberg, qui est toujours marqué par cette crainte et ce deuil même d'une union. Enfin, notamment, on connaît le fait que la séparation de ses parents a été quelque chose de vécu difficilement. C'est un film sans adultes. Les seuls adultes sont des policiers. Dédié à son père. Et la scène dans laquelle Rita Moreno joue donc le rôle d'une femme portoricaine qui s'est mariée avec un gringo, donc une sorte de mariage mixte, donc qui incarnait quelque part cette union possible entre les deux, union qui d'ailleurs est scellée par une photographie qu'on nous montre à un moment donné. Elle regarde cette photographie et c'est à ce moment-là qu'elle dit il faut à nouveau A Place for Us. Et je crois que justement tout le film, pour le coup, en termes de mise en scène, il y a quelque chose dans l'écart entre les images, une certaine image de l'Amérique et ce à quoi elle ressemble. Dès l'ouverture, en fait, on a sur un mode ironique l'image de ce que le quartier va devenir, avec une sorte de photos d'agents immobiliers sur le projet qui va remplacer cet espace-là. Et plus tard dans le film, on a tous ces effets de miroir et de... Alors, je suis pas sûr que ce soit complètement ironique, et là je mettrais un léger bémol sur ce que vous dites, c'est-à-dire que oui, en effet, il acte la possibilité que c'est un cinéma presque d'outre-tombe, mais en même temps, il le fait vraiment, la promesse historique. Moi, c'est ça que je trouve très fort dans le film, c'est qu'il tient les deux tonalités quasiment jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a quand même... Et d'ailleurs... la danse, quoi. Voilà, et par ailleurs, cette expérience, bon, ça c'est dans le livret d'origine, mais cette union n'est pas un strict échec, c'est-à-dire qu'il y a quand même... C'est la fin de la guerre, d'une certaine manière. C'est la fin de la guerre entre les Jets et les Sharks, mais qui règnent de toute façon sur un cimetière. Mais le film, vraiment, va tenir les deux caps. Et d'ailleurs, il y a des ruptures de ton qui sont très étonnantes. Par exemple, Spielberg remet à sa place d'origine le dernier numéro musical un peu ferré qui est I Feel Pretty. Et il le met juste après, donc la scène de bagarre où il y a quand même 2 morts. Mais alors sur cette idée de spectralité, je pense qu'il faut qu'on parle de la lumière aussi dans le film, et notamment du travail de Kaminski, qui est le chef opérateur attitré de Spielberg depuis la liste de Schindler. La particularité, je pense, de cette lumière, et ici c'est démultiplié par l'emploi justement des drapés dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi de tous ces éléments comme la poussière, le sable, la craie, les fumigènes. Voilà. Et ça c'est ce qui est en particulier à West Side Story, mais de manière générale, il est connu pour son usage des fumigènes, dont la particularité est de permettre de rendre visible la lumière, c'est-à-dire qu'en général la lumière elle est là pour s'effacer et rendre visible les choses, alors que chez Spielberg, la lumière elle-même est visible et elle interagit. C'est-à-dire que c'est pas, sans être forcément un personnage à part entière, il y a vraiment cette idée que les personnages communiquent avec la lumière et que la lumière a une fonction éthique de l'idée qu'elle peut rassembler, qu'elle peut être médiatrice dans les rapports entre les individus. Tout à l'heure tu parlais de symbiose, et je trouve que ça passe beaucoup par ça. Et la scène peut-être la plus forte, on n'est même plus sur de la symbiose mais de la communion en quelque sorte, c'est le moment où ils sont dans la chapelle en quelque sorte, devant les vitraux, et où leurs visages sont éclairés par la lumière qui traverse un vitrail et qui donc reflète différentes couleurs sur leur visage au fur et à mesure de cette discussion. Il y a quelque chose, c'est presque une lumière divine, de toute façon, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais qui les rassemble et qui redouble toutes leurs émotions intérieures. Oui, c'est pas le même d'ailleurs que durant la dispute, bon ça c'est vraiment un détail de scénario, mais que le point de départ de la bagarre, c'est Riff qui dit « Kill the light », éteignons les lumières, c'est le moment de se battre. Non, et il y a aussi la scène, ce que tu dis m'évoque la scène de bagarre autour du pistolet. Je sais plus si c'est une scène avec un chant ou pas, si les personnages chantent à ce moment-là. Oui, bah c'est la scène de Cool Boy. Ah oui, c'est Cool Boy. Incroyable. Ouais. Et qui est tout à fait incroyable, et où là, je trouve que Spielberg utilise tout ce qui est possible pour rendre dynamique la scène. Et le film est comme ça, souvent dans une sorte de vrai génie sur on a un lieu, on a quelques matériels et on va créer une scène. Et je pense notamment à cette scène, je sais que Josué tu l'aimes beaucoup aussi, tu me disais que c'était la scène préférée de Spielberg par rapport à ce film, la scène qu'il a préféré faire, c'est la scène où Maria se réveille un matin. Ouais. Et en fait, elle ne s'est pas changée le soir, en fait elle s'est endormie amoureuse encore
Elle est encore dans la veille, ouais. Elle est encore rêveuse de Tony. Et là, la scène s'ouvre sur en fait un cercle qui est un cercle de son lit. Et on voit son visage à travers ce cercle. Et ensuite, ça va être un plan séquence assez long où tout va être sur comment vraiment, pour moi, là, la caméra va être avec le personnage qui, à nouveau, il me semble, pas à nouveau, ne chante pas. Non, mais c'est une scène qui n'est pas une scène à parler de danse, mais c'est une scène dansée. Et c'est une scène qui est entre la danse, je dirais, et le burlesque, chorégraphié en effet. Et elle se met en scène en fait, à ce moment-là. Et elle se met en scène, et avec cette idée que, moi ce que j'aime bien, et qu'on retrouve aussi, il me semble, dans une scène de The Post, où les personnages, quand ils sont seuls, des fois, on a l'impression qu'on a la sensation qu'ils sont incomplets, et que du coup ils boitent dans un sens, qui sont comme sur une jambe. Et là ça donne cette scène en effet chorégraphiée et en même temps à la frontière du burlesque, quelque chose comme ça de très drôle. Et moi j'ai l'impression que c'est une scène absolument inventée sur le plateau, sur le tournage, quoi. Que c'est pas une scène qui a pu être écrite peut-être je me trompe. Oui, en même temps il y a une telle chorégraphie dans le plan séquence que c'est pas une scène qui n'est pas complètement brisée. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu dis, parce que moi ça me renvoie à un aspect qui est assez peu commenté de la filmographie de Spielberg, mais c'est la danse. Qui en fait depuis j'ai dans pas mal d'articles sur le film on parle de l'ouverture du Temple maudit, Indiana Jones, c'est juste, mais il y a un film qui malheureusement peut-être n'est pas le plus aimé de Spielberg, qui est 1941, qui est en fait sa seule véritable comédie, qui est aussi son film ouvertement le plus sexué, le plus lubrique, qui rejoint mais vraiment cette horizon du cartoon. Il y a des acteurs du Saturday Night Live, c'est une vraie espèce de comédie un peu collective. Sur ce point, voilà, la danse c'est quelque chose que travaille Spielberg en fin de compte depuis presque ses premiers films. Et en même temps, il y a un rapport vraiment paradoxal, je pense, à la danse, qui est ça assez passionnant. Alors j'en parle un petit peu sur l'article, mais que évidemment danser c'est faire l'amour, et que il faut, c'est quand même quelque chose qui est rarement présent, ou qui est toujours soit en ellipse, soit qui est source de conflits ou de problèmes, à savoir la sexualité chez Spielberg. Je utilisais la scène de Munich où vraiment on doit bander les yeux, et en fait quand on fait l'amour, on est ailleurs. Il y a aussi une scène entre guillemets une scène de sexe un peu métaphorique qui serait la fin d'Intelligence artificielle, où David se retrouve enfin dans le lit de sa maman, cette espèce de fantasme oedipien absolu que travaille quelque part aussi un peu le cinéma de Spielberg. Et en même temps c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une forme de présence et matinée d'absence, j'en parle encore dans mon texte à propos de la danse. C'est-à-dire que le personnage est en train d'essayer dans le moment présent, là, le personnage de Mariam, en même temps elle est encore complètement dans le souvenir de la veille. Et c'est vrai que pour moi le film travaille aussi complètement cette question, quand on dit l'imbrication entre quelque chose qui serait de l'ordre de pure euphorie d'être ensemble, et en même temps on pointe déjà une forme de spectralité. Et je pense notamment à un film que tu aimes beaucoup, Sylvain, qui est Always, qui d'ailleurs il me semble lui-même un remake, si je ne me trompe pas, où il y a une scène où Richard Dreyfuss, qui est donc un fantôme, qui est mort, danse avec sa veuve, qui est jouée par Holly Hunter, sur une chanson des Platers. Et c'est une scène où vraiment une des plus belles scènes d'amour en fin de compte de la filmographie de Spielberg, est une scène d'amour impossible, puisque c'est un homme qui n'est déjà plus là, et d'ailleurs tout le film va être le récit de l'acceptation du départ de l'être aimé, avec un enlacement mais uniquement fantomatique, puisque c'est dans le raccord en fait entre le fondu enchaîné que se crée une sorte de lien entre le bras de l'homme et le corps de la femme. Ouais, complètement. Et par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire l'acceptation de la disparition de l'être aimé est quelque chose qui dans ce film est aussi très beau, puisque la tragédie se rejoue, et il y a un détail mais que je trouve assez significatif, qui est que c'est le personnage de Rita Moreno. Le personnage de Rita Moreno va prendre en fait le meurtrier avec elle quand la caméra se surélève au niveau de ces barreaux, qui donc rejouent cette idée de prison à ciel ouvert. Alors oui, il rejoue cette idée de prison à ciel ouvert, mais aussi ce qui est très beau, et pour moi qui aussi illustre très bien tout ce que fait le film, c'est qu'à dire ce mouvement ascendant, qui répond presque évidemment au mouvement d'ouverture de la caméra qui descend, c'est qu'en fin de compte les barreaux des fenêtres, des barreaux surtout des escaliers, redessinent le découpage de l'espace entre la procession, entre le personnage de Chino qui vient de tuer Tony, entre Maria qui est devant, etc. Et qu'en fin de compte, c'est une manière, dans un plan séquence, il y a beaucoup de plans séquences dans le film, à l'intérieur d'un mouvement, c'est un mouvement de caméra imbriqué dans une logique spatiale qui va redessiner le feuilletage et vraiment la construction spatiale de la scène. Ça, il y a beaucoup de scènes qui fonctionnent là-dessus. Exemplairement, j'en parlais tout à l'heure, la scène du bal, mais il y en a d'autres. Rita Moreno, effectivement, a un rôle centralisateur, notamment dans la séquence dont on parlait, celle des ébats amoureux juste après le drame.
c'est elle qui fait le geste des deux bras qui Oui. se tiennent comme ça, avec le fondu des deux personnages, donc on comprend bien qu'elle est là pour souder. Et en plus, elle est autour d'une table ronde, d'une table de bar, et il y a vraiment cette idée que ça fait un cercle, quoi, qu'elle rétablit le cercle dans la division qu'il y a toujours entre les personnages. Elle est vraiment celle qui incarne l'union possible. Et là, pour le coup, il y aurait presque, bon, moi qui voulais mêler le du Wise, mais il y aurait presque une logique postmoderne aussi. C'est qu'elle dit Place for Us, c'est la possibilité donc de s'inventer un nouvel endroit où on pourra être ensemble. Et notamment, il y a un moment, elle parle de ça, d'un futur possible qui serait plus beau, où il y a un raccord entre Anita, le rôle qu'elle a joué, Anita qui est en pleurs, qui quitte la morgue où elle vient de voir son mari, et elle-même qui s'est inventé un nouveau rôle, un rôle où elle a pu trouver l'amour, où elle a pu être aimée, dans un autre film 60 ans après. Voilà. Alors là, pour le coup, par un fondu enchaîné, le fondu enchaîné est très beau d'ailleurs. Donc là, il y a des détails, parce qu'on a parlé de la question évidemment du déplacement des acteurs, de la question de la mise en scène qui initie la danse, mais il y a aussi quelque chose vraiment dans le montage. Je parlais tout à l'heure d'imbrication de deux tonalités. Là encore, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que c'est un livret et c'est un scénario d'une suprême hétérogénéité dans les scènes, dans les tonalités des scènes, et en même temps il y a des raccords, des mouvements très étonnants, même dans des scènes, je pense par exemple entre le baiser de Bernardo et d'Anita à la fin de I Like to Live in America, et si je me trompe pas, après c'est une scène où Tony apprend quelques rudiments d'espagnol, et la scène commence très bizarrement puisqu'il est penché, il se recule, comme s'il y avait presque un raccord de baiser l'un à l'autre, enfin, c'est assez étonnant. Et il y a plein de détails comme ça. Alors évidemment, il y a aussi au début, entre la pierre que jette Riff et la boîte de conserve qu'il envoie à Tony dans la scène suivante. Enfin, il y a plein de détails comme ça. Et notamment aussi d'échelle de plans. De la manière dont des plans zénithaux ou alors des plans d'ensemble, au contraire, vont se raccorder et vont faire lien à travers des lieux, des espaces ou des tonalités qui, encore une fois, sont assez différents. Pour finir, on pourra revenir justement sur une tonalité sur laquelle on ne s'est pas vraiment attardé, qui est la résonance politique du film. Peut-être que tu peux nous en parler un peu. En fait, j'ai l'impression qu'elle était déjà présente donc, dans le livre original et que Spielberg et son scénariste ont plus décidé donc, de changer l'intensité de certaines choses, à la fois sur la question évidemment des privilèges liés aux couleurs des personnes, et puis sur la question du viol, qui était plus la scène du viol par exemple, qui était une scène qui était plus suggérée, je dirais, dans le film original. À peine en fait, mais oui. Mais en tout cas, tout est déjà dans le livret et j'ai l'impression que Spielberg n'a rien eu à forcer. C'est vrai qu'on revient un peu à la question d'origine, c'est-à-dire à quoi bon faire West Side Story aujourd'hui. Et il est vrai qu'il y a une espèce de discours un peu officiel en disant voilà, cette histoire résonne d'autant plus aujourd'hui. On peut aussi penser, on n'a pas trop évoqué cette question, hein, mais l'Amérique divisée en deux par Trump, il y a bleu et rouge quand même dans la scène de bal, c'est les couleurs des partis démocrates et républicains. Enfin bon, je suis pas sûr qu'il y ait forcément une grande exégèse à faire sur cette question. Il y a en effet une forme de résonance politique sur des signaux de certaine manière, mais je pense que la part politique, elle est fondamentalement la même que, elle s'incarne de la même manière que, en fin de compte, des films comme Lincoln ou Pont des Espions qui déjà marqué un horizon un peu, ou The Post, donc Patagon Papers en français. C'est la part un peu didactique du cinéma de Spielberg qui revient souvent sur de grands épisodes pour mettre l'accent sur les droits des minorités. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans ces questions, en fin de compte, la dimension politique ne se résume pas au scénario, mais en fin de compte, il y a une question de spécialité. Par exemple, aussi, il y avait toute cette question du personnage de Meryl Streep dans The Post, c'est-à-dire un personnage qui était une femme parmi les hommes, et tout ça a été l'objet de scènes découpées, de comment aussi ce personnage va trouver sa voie et va pouvoir imposer sa décision à l'intérieur d'un consortium d'hommes. Et là, à proprement parler, la danse, c'est ça qui est génial en fait de la danse, c'est que la danse permet de tout faire. Hein. La danse permet de figurer des rivalités, permet de figurer des personnages qui s'aiment, permet des scènes d'argumentation, presque de rhétorique, à savoir je suis amoureuse du mauvais garçon, etc. Et en fin de compte, la part politique, elle est là, dans la manière dont on occupe un espace. C'est pareil, c'est très clair, par exemple, dans la scène d'ouverture. Hein. C'est-à-dire le moment a priori où les deux personnages s'affrontent, et l'affrontement en fin de compte est interrompu par une instance supérieure qu'est la police. C'est une manière aussi de dire qu'en fin de compte il y a une forme de trivialité de cette rivalité qui détourne du vrai problème d'une certaine manière. Mais bon, j'ai pas forcément envie d'entrer dans cette dimension-là, mais ce que je veux dire c'est que le film est politique à cet endroit, c'est-à-dire où est-ce que je me tiens, quel camp je suis, etc. Et comment on occupe un espace, et comment on essaie d'inventer un espace dans un rapport de rivalité. Et là, il y a une dimension à proprement collectif, donc quelque part aussi politique. Et la danse révèle aussi, il me semble, un inconscient des personnages dans la scène du bal, donc dans la scène très centrale du bal, puisque quand les deux bandes dansent et s'affrontent presque en dansant, on a aussi une dynamique de désir et de répulsion.
où en fait les femmes et les hommes se séduisent des deux clans, des deux bandes différentes, et il y a cette idée que donc c'est la danse qui permet l'illusion d'une communauté. Et pareil, c'est très symptomatique que Like to Live in America soit aussi une scène pour le coup, ce ne sont plus les gestes et les chars qui s'opposent, mais les hommes et les femmes. Hein, voilà, l'Amérique comme une terre de possible, d'émancipation féminine aussi, d'un personnage qui va travailler, etc. Bon, ça passe encore une fois par la mise en scène. Et comment on occupe un espace et qui va prendre un peu l'ascendant dans cette espèce de joute verbale qui est aussi une joute dansée, etc. Et accouche d'un baiser réconciliateur, d'une union, justement. Bon, ça me semble être une bonne conclusion. Je te remercie, Josué. Merci Sylvain. Merci à toi, Fabien. Merci. Et on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode d'Atari. À bientôt.